Très bien. Alors, Antoine, il y aura trois questions, comme ça tout le monde le saura par la suite. La première question, c'est qui es-tu, que fais-tu ou que fait ta société? Je commence par celle-là. Vas-y, nous t'écoutons. Ok, je vais d'abord parler de ma Alors, société. Ma société, c'est la société Cadran. C'est une société qui fait de l'international executive coaching, qui rassemble que des coachs français qui sont implantés, l'un à Paris, l'un à Genève, l'un à Singapour, et moi-même à Moscou. Et on envisage d'ouvrir d'ailleurs à Dubaï et Shanghai cette année, si c'est possible. On a une visée commune qui est mettre plus d'humanité dans les organisations. Et ça, on le fait en offrant des services de coaching individuel ou de coaching d'équipe. Personnellement, moi, avant d'être coach, j'ai fait une formation de polytechnicien, d'ingénieur de ponts et chaussées, docteur en philosophie et architecte. Et quand j'y repense, je me dis que je devais être malade pour travailler autant, mais en même temps, aujourd'hui, c'est ce qui fait le socle de ce que je propose, parce que j'aide les dirigeants à développer ce que j'appelle une pensée claire et calme, bienveillante et puissante, c'est-à-dire finalement qui utilise vraiment toutes les parties de notre cerveau pour aborder les problèmes de notre société. Avant de devenir coach aussi, j'ai dirigé 7 sociétés, de la start-up au corporate, dans différents domaines comme l'architecture, l'Internet, l'urban design, et même le RH, sur 3 continents, 2 ans en Afrique et océan Indien, 5 ans en Chine, et maintenant ça fait 6 ans que je suis en Russie. Et juste avant de venir en Russie, j'ai eu un coaching, et grâce à ce coaching, j'ai compris que ma prochaine étape de vie, c'était de devenir coach. Et aujourd'hui, je suis executive coach, certifié ICF, qui est la fédération très exigeante parce que ça nous impose de la supervision, beaucoup de formation continue. J'ai plus de 1000 heures de coaching à mon actif. Et basé sur ça, j'ai fondé une méthodologie qui s'appelle la Co-Creative Communication, qui associe des notions de pleine conscience, d'intelligence émotionnelle et relationnelle, de coaching individuel et d'équipe et de communication inspirante. Et tout ça, en fait, l'idée, c'est d'affronter avec ces outils-là les enjeux qui sont jugés comme prioritaires au XXIe siècle, c'est-à-dire, on appelle ça les 4 C, c'est le critical thinking, la communication, la collaboration et la créativité. Et puis pour finir, peut-être ma tu nous présentation. raconteras, je crois, excuse-moi de couper, je crois que tu organises aussi avec la Chambre de commerce. Par la suite, je pense qu'on donnera peut-être les liens peut-être par la suite, puisque tu proposes des séances gratuites, si j'ai bien compris. Absolument. Ça, c'est ce que je fais pendant la crise. Et ce que je fais aussi depuis 1 an, pour terminer juste mon portrait, c'est que je suis auteur d'un cycle d'entretien qui s'appelle Paroles de dirigeants à l'international, les clés d'une réussite business en Russie. Et hier, il y a eu par exemple l'apparition même d'un nouveau format, une réédition de l'entretien avec Yves Frérot, directeur général de Hypercom, avec un additif sur comment faire face au Covid. Voilà. Alors après, moi, ce qui m'arrive dans cette crise, évidemment, tout ce qui était coaching d'équipe en présentiel, ça s'est arrêté brutalement, du jour au lendemain, puisqu'il n'y a plus de présence. En revanche, j'ai la chance d'être dans le coaching individuel, d'avoir un métier qui se prête bien à une pratique de type online, même si moi, je préférais le faire en présence, mais on s'est tous mis. Et donc ça, finalement, ça fait évoluer la profession, un peu comme le font les coachs américains, ils font tout online. Mais surtout, je dirais que la crise, elle apporte aussi des opportunités, si j'essaie de voir les choses positives. Elle a apporté des opportunités en interne. C'est que, avec mon réseau de coachs qui sont tous dans différents endroits de la planète, on avait souvent du mal à se voir régulièrement. Et là, en fait, comme on a plus de temps pour se voir régulièrement, on a réussi à mettre en place un atelier de purpose. Vous savez, c'est des ateliers de comment définir une vision partagée, des missions partagées. Et ça, je ne pensais même pas que c'était possible de faire à distance. On l'a fait. Et j'en ai parlé à des dirigeants qui m'ont dit « Ah, mais je veux la même chose. Je veux profiter de ce temps-là avec mes équipes pour revenir aux fondamentaux. » Et normalement, j'ai un nouveau client qui veut que je lui organise online ce type d'atelier. Deuxième opportunité, c'est aussi de faire du brainstorming. Et en brainstormant, on a pris conscience qu'on avait envie d'inventer un nouveau métier qui s'appelait agent de coach. Et on a recruté Mathieu Leduc, qui est implanté à Moscou, mais que je n'ai pas vu physiquement à cause du confinement. Et on a fait tout un onboarding. On est en train de faire onboarding en ligne. Donc, accueillir une nouvelle personne, faire un coaching de prise de poste, former, etc. Tout ça en ligne.
Et donc, pour nous, c'est vraiment une nouvelle expérience super, d'autant que lui, à très court, enfin, à court terme et à moyen terme, il devra aussi s'occuper de tous nos coachs de Singapour à Genève. La dernière chose, et tu en as parlé un petit peu, ou avant-dernière chose, c'est que j'ai décidé de libérer un créneau une fois par jour pour offrir une séance gratuite à tout dirigeant qui est impacté par le Covid-19. Et là, ça commence à avoir du succès. Je suis super content. À chaque fois, j'en sors de bonne humeur. Ça me réjouit de pouvoir aider les dirigeants qui ont le besoin. C'est beaucoup des dirigeants sur Moscou, mais cela dit maintenant, comme je l'ai mis sur les réseaux sociaux, j'ai même des gens très éloignés qui me contactent. Et en tout cas, n'hésitez pas. Il y a toutes les coordonnées sur la première page de mon site internet, donc cadran.pro, cadran avec un C. Et puis aussi, ce que on vient de lancer avec la Chambre du commerce, c'est j'ouvre des cercles de co-réflexion aussi gratuitement à la communauté de dirigeants impactés par le Covid. Et là, les cercles de co-réflexion, c'est quelque chose que j'ai mis en place en France, mais que j'avais encore jamais mis en place en Russie. C'est inspiré des techniques de co-développement et en même temps de co-creative communication. Et l'idée, c'est qu'on ait un petit groupe, 6-8 personnes, et on co-coach à chaque séance une personne différente sur ses problèmes, en réfléchissant sur son problème, en apportant des conseils, en voyant comment on peut l'aider. Donc là, si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez contacter Lydia ou me contacter pour entrer là-dedans. Ça, c'était ce que je fais en ce moment. Après, tu m'as dit que la question, c'est comment je me vois sortir de la crise. Hein, tu me chopes mes questions, mais au moins tout le monde les aura compris. Donc la première question, évidemment, c'était quelles étaient les conséquences du Covid-19 sur ton entreprise, mais tu nous as déjà bien raconté effectivement les solutions que tu as proposées et comment tu en es sorti. La troisième question, voilà, comment tu vois la sortie de Alors, comment je vois D'abord, nous, c'est un métier où on a des cycles lents. C'est-à-dire que grosso modo, un coach a 20 clients et de cycle de coaching, de série de coaching d'une dizaine de séances qui s'étalent entre 4 mois et 1 an. Et donc, chaque mois, si tu veux, en moyenne, j'ai 2 coachings qui se terminent, 2 séries de coaching qui se terminent, et puis 2 qui démarrent. Et bon, là, évidemment, depuis février et mars, j'en ai 2 qui se terminent, mais la moitié des nouveaux clients gèlent les dépenses, et donc ça ne reprend pas comme il faut. Et ça, malgré le fait que il y a des études très sérieuses qui montrent que le coaching, le retour sur investissement d'un coaching, c'est entre 500 et 700%, alors que le retour sur investissement d'un training est entre 10 et 30%. Donc il y a une vraie pertinence à investir dans un coaching, mais bon, en même temps, ça fait partie des services qu'on annule assez facilement quand on veut faire du cost killing. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Pour réagir par rapport à ça, j'ai mis en place une tarification spéciale pandémie, où je fais moins 30% sur tous mes tarifs en avril. Donc, toutes les commandes passées en avril. Alors, attention, il y a plus de 15 jours. Je ferai moins 20% sur les commandes passées en mai et moins 10% sur les commandes passées en juin avant de revenir à des tarifs normaux. Mais malgré ça, je prévois une lente descente aux enfers, hein, puisqu'en gros, en perdre 10% chaque mois, je pense que je serai à moins 50% en juillet. Je pense que je serai à moins 80% en octobre. Donc, tout le problème, c'est comment on va sortir de ça. J'ai vu une conférence la semaine dernière que j'ai mise un peu sur les réseaux sociaux d'Olivier Siboni, qui est un professeur d'HEC et qui essaye d'expliquer les différentes réactions des personnes à la lumière des biais cognitifs, des théories sur les biais cognitifs. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé dans cette conférence, c'est qu'on en sort avec l'idée que c'est impossible de savoir, même si on est le meilleur des techniciens. Donc on ne peut pas vraiment savoir. Personne ne peut savoir. Tout ce qu'on peut, c'est avoir des intuitions. Moi, mon intuition, voilà, je ne prétends pas avoir raison, mais c'est qu'on va sortir lentement. On va sortir lentement, on va avoir de nombreuses vagues. C'est-à-dire qu'on va avoir un déconfinement, puis on va avoir une recontamination, puis on va avoir un reconfinement, sauf si, bien sûr, on trouve un vaccin rapidement, et si, par chance, le virus ne mute pas en Covid-20 et en Covid-21. Ce qui fait que moi, à mon avis, on est plutôt parti sur un truc de 2-3 ans, même 3-4 ans, et je pense qu'on doit opérer le changement de paradigme comme en 14-18. Tout le monde était parti de la fleur au fusil en disant « Ah, cette affaire, on va la régler en un été », parce qu'on était sur des mindsets, des modèles mentaux du 19e siècle. On faisait une campagne de guerre pendant l'été, et puis voilà, c'était bouclé, on revenait, quoi. Et puis on repartait l'été suivant. Et puis on sait ce qui s'est passé, c'était une guerre complètement différente, ça a duré 4 ans, ça a été en plus relayé par la grippe espagnole, enfin c'était horrible.
Et donc, nous, en fait, on commence à réfléchir à adapter notre activité à un monde Covid qui va durer quelques années. Pas juste là, en juillet, on est content, on sort du confinement. Et dans ce cadre-là, nous, on réfléchit à un nouveau job qu'on va proposer qui s'appelle le CCO, c'est-à-dire le Chief Covid Officer ou le Chief Coaching Officer, enfin, comme on veut, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui vient à côté du CEO, à côté du board, en mission courte, qui permet aux gens de continuer à faire leur job, que le directeur marketing continue à faire du marketing, que le CEO il continue à diriger la boîte. Mais le Chief Covid Officer, son job, c'est d'aider les managers à rester performants, motivants, inspirants, même en étant en télétravail. C'est d'aider les managers à maintenir une dynamique d'équipe avec des collaborateurs qui sont confinés chez eux. C'est de mettre en place des rituels qui sont adaptés à la culture de l'entreprise pour maintenir le lien dans l'équipe. Comme vous pouvez le voir, excusez-moi de couper Antoine, comme vous pouvez le voir, Antoine est très motivé et très optimiste. Bon, malgré ces deux droits de trucs. En tout cas, je te remercie du témoignage, c'est très intéressant. Et puis, on continuera à suivre auprès de la Chambre de commerce. Je voudrais passer la parole, puisque bon, c'est pas qu'on est limité dans le temps, on a plein de temps devant nous, mais il est bon de faire tourner. Pour l'instant, on va faire tourner toutes les 10 minutes. En tout cas, Antoine, merci pour ton témoignage. Si ça intéresse quelqu'un, le Chief Covid Officer, vous m'appelez, on en parle. Merci. Je voudrais passer la parole à Gilles Chenosso, qui aujourd'hui représente à la fois Tsar Voyage, directeur commercial, si je ne m'abuse. Alors, on ne t'entend pas, Gilles, si tu peux brancher le micro. C'est pas moi qui ai les mains sur les manettes. Voilà, là, on devrait t'entendre. Bon, je pensais que Lydia m'avait censuré sauvagement, mais non, voilà. Alors, outre le fait que tu sois le directeur commercial de Tsar Voyage, tu représentes aussi un petit peu la chambre de commerce, un des doyens. Enfin, on va pas besoin de te présenter. Par contre, dis-nous en quelques lignes quand même un rappel aux petits jeunes qui tu es. Voilà, rapidement. Donc, Gilles Chelesso, je suis effectivement vice-président de la Chambre de commerce. Donc, à ce titre, je suis heureux de vous accueillir tous aujourd'hui. On a un autre vice-président qui est là, qui prendra la parole après. Arnaud, bonjour. Voilà. Et donc, là, plus précisément, je suis donc directeur commercial de Tsar Voyage. Et donc, Tsar Voyage est une agence de voyage. Et donc, en tant qu'agence de voyage, quand il y a fermeture des frontières, ça sent pas très bon. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, on a 0 client. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça pose un certain nombre de difficultés. La première, c'était de se dire comment on sauve l'entreprise, comment on réussit à trouver des solutions pour rester pérenne. Bien évidemment, c'est d'essayer de couper toutes les dépenses non essentielles, de voir sur la masse salariale, et on a la chance d'avoir des employés qui ont joué le jeu, qui sont fidèles, donc on a réussi à tous passer avec des réductions relativement importantes, ce qui est souvent problématique pour des tas de juniors notamment, réduction sur un salaire qui n'est déjà pas très gros, c'est pas évident, et donc ils continuent à nous faire confiance et à travailler consciencieusement, donc c'est vraiment une bonne nouvelle, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Donc, ce qu'on a fait très rapidement, c'est même avant le confinement et tout ça, c'est de passer en télétravail, donc d'avoir tous les outils nécessaires. Donc, on a formé tout le monde à Slack, à Zoom, à toutes ces choses-là. Donc, ça s'est mis en ordre de marche assez rapidement, et donc maintenant, on est tout à fait opérationnel pour ça. Donc, chacun continue dans ce qu'il peut faire. Et donc, au niveau de la direction, c'est essayer de trouver des solutions de réduction des coûts, le loyer notamment, c'est en négociation, mais ce n'est pas acté. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser avec la loi qui n'est pas forcément appliquée, pour l'instant, le loyer n'est pas... c'est pas acté en tout cas, donc on essaie de continuer. De la même façon, les prêts en financement à 0%, c'est pareil, c'est en demande, mais c'est pas acté. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, mais qui ne sont pas faites réellement. Donc, je pense que ça concerne tout le monde et que c'est comme ça. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire des choses qui vont nous permettre de sortir un peu la tête haute de tout ça quand on
n'en sait rien. Antoine en parlait, mais personne ne sait quand ça va partir, quand ça va finir exactement et à quel rythme. Est-ce que les gens auront envie de voyager? Est-ce qu'ils pourront voyager? Est-ce qu'il y aura toujours cette épée de Damoclès du Covid? Personne n'en sait rien. Donc, que faire? Eh bien, améliorer la production en général. Donc déjà, essayer de rehausser notre qualité de service, qui était déjà excellente, mais qui peut toujours s'améliorer. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le très bien de le rappeler. Voilà. Bon, surtout, en fait, tout simplement, on essaye de trouver des nouvelles destinations, des nouveaux produits, des nouvelles visites, des nouvelles excursions, des nouvelles façons d'envisager le voyage, parce que on sent qu'on ne va pas sortir de toute cette affaire exactement comme on y est entré. Je pense que même dans notre domaine d'activité, le voyage ne sera pas tout à fait le même après qu'avant. Donc, on ne sait pas très bien comment ça va se faire, mais il est probable que le voyage de masse va être très ralenti, qu'on aura peut-être des voyages plus limités, à la fois dans le temps et enfin, que les modes de voyage vont probablement changer. Donc, on essaie de trouver des services qui peuvent s'y adapter. On essaie de regarder un peu en termes d'hébergement, de sortir des grands classiques hôteliers, de trouver des choses plus marrantes comme le glamping ou des choses comme ça, donc des campings un peu chics, à droite à gauche. Voilà. Très important aussi, pendant que nos équipes sont disponibles, c'est de continuer la formation. Donc à la fois de la formation individuelle, c'est-à-dire qu'on encourage les employés à se former individuellement, notamment sur les langues, par exemple, comme ça, mais aussi d'avoir d'essayer d'avoir de la formation croisée avec les autres membres de l'équipe. Que chacun qui a une spécialité ou une excuse-moi Gilles. Oui, pardon. 2 secondes, parce qu'il y a quelqu'un qui a branché son micro. Je crois que c'est désagréable. C'est assez désagréable. Lydia, est-ce que tu peux voir ça? J'ai un Galaxy S8 Plus qui parle en pro, qui est écrit à côté. Voilà, ça doit être bon, on dirait. Excuse-moi de t'avoir coupé, Gilles. Oui, non, je t'en prie, c'était pas passionnant, mais donc je disais qu'on faisait surtout de la formation et qu'on essayait justement d'utiliser les capacités internes de l'entreprise. D'ailleurs, quelqu'un qui est doué qui a une longue expérience sur les groupes ou sur les individuels ou sur tel ou tel domaine, en fait profiter ses collègues, soit en one-to-one, soit plus globalement, essayer de faire ça. Il y en a qui font la vaisselle en même temps, c'est pas mal. Mais Lydia, tu peux couper le micro là de. Je suis en train de... Voilà. Et puis donc pour finir, tout simplement on essaye de préparer la reprise. Donc encore une fois, on ne sait pas quand elle est. On essaye de garder le contact avec nos clients. Ceux qui avaient des voyages en cours, donc on essaye de les reporter. Donc pour certains à l'automne et puis pour d'autres l'année prochaine. Donc on va voir un peu tout ça. Mais bon, pour dire la vérité, on a été assez aidé par le gouvernement français, puisque beaucoup de nos clients sont français et donc passent soit par des plateformes qui sont françaises, soit par l'agence de Paris, et donc qui sont régies par le droit français. Et donc, ça nous permet donc de ne pas avoir à rembourser, ce qui nous posera des problèmes de trésorerie considérables, mais ça nous permet en fait, de reporter les voyages dans un délai jusqu'à 18 mois. Et donc, dans 18 mois, si les gens ne voyagent pas, on remboursera, mais ça nous protège quand même en tant qu'entreprise. Et ça a été une décision courageuse et intéressante du gouvernement de pouvoir parler. Voilà ce que j'avais à dire. Juste une petite demande. Je suis désolée, pour moi, tous les micros sont coupés, mais je vois que visiblement, ce n'est pas le cas pour les autres. Donc, je vais essayer de recouper tout le monde. J'écoute tout le monde. Voilà, c'est bon. L'informatique. Oui. Ça y est. Écoute, Gilles, très intéressant. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Je sais que, pour connaître à la fois Benoît, toi, Elena, vous êtes très enthousiaste et très positif. Mais on va s'en sortir, en tout cas, si on peut aider. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on est tous ici aujourd'hui.
Disons qu'effectivement, si je peux venir là-dessus, je pense que ça ne nous concerne pas forcément les plus directement, mais ça concernera des tas de gens. On avait fait il y a quelques années des forums travailler ensemble, des choses comme ça, pour essayer de faire en sorte que les PME françaises puissent profiter des grands groupes ou inversement. Et donc, je pense qu'effectivement, ce ne sera pas complètement inutile qu'on ait un petit réflexe nationaliste au sortir de tout ça pour qu'effectivement, on puisse faire profiter les uns les autres en priorité nos compatriotes, justement, pour prendre des services chez eux et pas ailleurs. Voilà. Bon, écoute, merci en tout cas. Je souhaite donner la parole à Patrick Sanguet, qui gère toutes les boulangeries françaises et qui malheureusement ces derniers temps ne nous permet pas d'avoir du bon pain. Patrick, tu te présentes d'abord, même si tout le monde te connaît. Ah, on ne t'entend pas, Patrick, excuse-nous. Ton micro est pas coupé. Vas-y, non, là, t'es coupé pour moi. Vas-y, parle, Laurent. Non, toujours pas. Oui, je vais le nettoyer. Donc, attendez. On a c'est Descamps qui parle. J'ai un Descamps qui parle, qui n'a pas branché son micro. Et Patrick, nous, on ne t'entend pas. Vas-y, branche ton micro. Lydia, tu peux éventuellement brancher le micro de Patrick? Oui. Pour moi, c'est branché. C'est peut-être le Zoom qui bug. Ça, c'est branché. Patrick, tu peux parler? Il parle. Non, on ne t'entend pas, Patrick. Le micro est branché. Ah, pourtant, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux essayer tu peux déconnecter Zoom? On va passer sur quelqu'un d'autre, Patrick. Tu peux déconnecter Zoom et revenir avec nous. Et puis, peut-être que ton micro fonctionnera. Je propose de... Merci, Patrick. Désolé, on ne t'entendait pas. Je passe la parole à Alexis Saporta, directeur de Vybor Padarkov, le choix des cadeaux. Alexis, tu nous racontes un petit peu ce que tu fais? Bonjour, merci. Donc, je m'appelle Alexis Saporta de la société Vybor Padarkov, qui est un importateur et un distributeur d'objets publicitaires et promotionnels. Nous sommes une équipe de 4 personnes plus une comptable. Et nous avons cette activité depuis maintenant presque 4 ans. Nous travaillons avec divers clients, bien évidemment, c'est plus du corporate. Donc, on a quelques marques comme Masha & Medved ou Lafarge ou Varta. Et aujourd'hui, toute notre activité est à l'arrêt, dans le sens où nous ne recevons pas de nouvelles commandes. Alors, quand je dis que nous ne recevons pas de nouvelles commandes, on a des toutes petites commandes ponctuelles. Je crois que la semaine dernière, on a eu une seule commande par rapport à un volume d'affaires, bien évidemment, qui est beaucoup plus important. Et une pré-saison, parce que notre marché est saisonnier, donc on va dire que l'activité démarre vraiment en juin jusqu'à la fin de l'année. La première partie de l'année est un peu plus calme que le reste de l'année. Donc aujourd'hui, c'est devenu très très calme. La semaine dernière, on a quand même terminé de livrer certains clients, puisqu'on avait quand même des affaires en cours. D'autres clients, nous ne pouvons pas les livrer vu que certains de nos fournisseurs sont fermés ou ont arrêté leur activité. Je parle de produits d'impression, certains catalogues, des choses de ce type. Donc, du point de vue commercial, c'est devenu très calme. Alors, on a aussi reçu certains paiements de nos clients, parce que certains de nos clients nous payent à 30 jours, ou à 60 jours, ou à 90 jours. Donc, on est assez content quand même de recevoir les paiements, parce que parfois, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que, même si c'est des grands clients, des grandes sociétés, des grosses boîtes, on a toujours un petit doute, parce qu'on se dit, bah, tiens, les choses deviennent un peu compliquées. Est-ce que les clients vont tenir leurs échéances? Donc, pour le moment, les échéances sont tenues. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a du cash flow d'avance, donc on prend les choses calmement, mais on sait que
les budgets publicitaires vont souffrir. Donc, pour nous, c'est le redémarrage est une inconnue. Alors, avant de parler de la sortie de crise, qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui? Tous les matins, notre équipe, on fait une réunion, tous les matins. Alors, on ne prend pas de déguisement pour changer les choses, vu qu'on se voit tous les matins, mais on a toujours des bonnes histoires à se raconter. L'humeur est plutôt bonne. Je trouve que dans ces moments de confinement, on a quand même des bonnes crises, de bonnes rigolades tous ensemble, parce que on ne fait pas que parler de travail, de boulot. Et on est venu à réfléchir sur pas mal de choses par rapport à notre clientèle. Et même si c'est compliqué, même si on se pose des questions, on a beaucoup de travail. On a beaucoup de projets en cours. Alors, les divers projets que nous avons, c'est déjà de travailler l'offre produit, puisque pour nous, c'est essentiel. On vend des produits, donc on est beaucoup en contact avec de nouveaux fournisseurs ou des fournisseurs avec lesquels on n'avait pas eu le temps de beaucoup discuter pour mettre en place des nouvelles offres, des nouvelles fiches de produits et puis avoir un marketing plus complet lorsque le marché se remet en route. Et même si le marché sera peut-être plus lent, ça je ne suis pas un prophète pour pouvoir dire ce qui se passera après la crise, au moins on aura beaucoup aiguisé nos outils pour être capable d'être plus attractif pour nos clients. Autre chose, c'est qu'on est en train de travailler sur des idées d'un nouveau site avec des produits que l'on ne faisait pas avant. Donc, on est en train d'élargir notre offre produit pour pouvoir prendre des nouvelles parts de marché sur des choses que l'on faisait un peu moins avant. Un des exemples, c'est traditionnellement, on fait des paniers garnis en fin d'année pour certains de nos clients. Là, on est en train de mettre en place toute une offre pour des paniers garnis et des offres de nourriture. Alors, on ne sera pas un magasin, hein, c'est vraiment du B2B, mais on est en train de travailler sur ça et on sait que certains de nos clients nous verront aussi pour ces produits-là dans le futur. Donc, c'est intéressant. Donc, en clair, on est en train d'élargir notre offre produit pour pouvoir pour pouvoir convaincre certains de nos clients sur des produits sur lesquels ils ne travaillent pas avec nous dans le futur, dans le passé, pardon, et pour qu'ils travaillent avec nous dans le futur pour ce type de produit. On a aussi fait un long mailing à tous nos clients en expliquant que malgré la situation, on est toujours là, on travaille, on est présent, on est contactable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a eu beaucoup de demandes suite à ce mailing, vous en doutez bien, mais on a eu plein de réactions de clients qui ont apprécié le geste, nous ont posé des questions sur comment on allait, comment ça se passait. On a certains rendez-vous téléphoniques qu'on va avoir bientôt avec des clients qui, on le sait très très bien, ne vont pas nous passer des commandes tout de suite, mais avec qui on garde le contact et puis ça nous permet de créer de meilleures relations et en espérant qu'on arrivera à créer plus d'opportunités dans le futur grâce à ça. Alors maintenant… et pallier pour les fêtes de fin d'année avec les paniers. Non, oui, alors bon, on verra comment la sortie de crise se passe, mais bon, je pense que c'est un peu un immuable d'avoir des cadeaux de fin d'année, donc il faut qu'on soit courageux, qu'on tienne jusqu'à là, et puis avec toutes ces nouvelles offres qu'on est en train de créer, en espérant qu'on arrivera à capitaliser là-dessus. Mais bon, vous en doutez bien, la sortie de crise, nous, on ne sait pas ce qu'elle va représenter vraiment. Je ne suis pas du tout un prophète, donc je ne dis pas que ça va durer 4 ans ou 1 an ou 6 mois. Enfin, le moins longtemps, le mieux ça sera, ça c'est clair. Mais nous avons donc une offre qu'on est en train de mettre en place pour la sortie de crise. Et donc, on va offrir un cadeau à tous nos clients à la sortie de crise. Donc, oui, on fait des cadeaux. C'est du suspense. C'est du suspense, le cadeau surprise. Donc, c'est un petit cadeau surprise sympathique qui fera sourire tout le monde. Après toute cette souffrance, ils seront tous heureux de recevoir. Tu nous le dis ou tu ne nous le dis pas?
Voilà. Non, mais vu que l'été arrive, bon, il va y avoir c'est une sorte de petite boîte. Alors, on n'a pas encore tout à fait décidé, ça dépendra des budgets. Mais en fait, ce sera un kit pour aller à la plage. Donc, soit il y aura des petites claquettes, des lunettes de soleil et puis une serviette de bain. On pense à d'autres choses un peu plus marrantes. Mais bon, l'idée, c'est de pouvoir accompagner tous nos clients vers un passage à la plage parce que moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me manque d'aller nager. Donc, dès que le confinement se sera arrêté, j'espère qu'il y aura du soleil et je ferai un tour sur l'une des plages moscovites ou ailleurs d'ailleurs. Voilà. Écoute, je suis sûr que, merci à ton témoignage, Alexis. Je suis sûr que la CCFR nous réserve plein de surprises pour un apéro géant en sortie de confinement. Mais Lydia ne le dira pas, c'est encore un suspense. Non, c'est un secret. C'est un secret. On le prépare. On n'a pas la date encore. En boîte de champagne. On n'a pas la date. Mais on est prêt. J'aimerais bien passer la parole à Patrick. Est-ce que ton microphone fonctionne? Je pense, là, non, ça va. Yes, super. Oui, on t'entend bien. Bon, Patrick, allez, raconte-nous un petit peu comment ça se passe ce soir. Alors, d'abord, pour me présenter, donc moi, je m'appelle Patrick Longuet. Ça fait 20 ans que je suis ici en Russie. Je suis arrivé, j'ai travaillé pour Auchan. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ah, pardon. J'ai 20 ans, je suis arrivé pour Auchan. J'ai travaillé pendant, je dirais, 14 ans dans les activités hypermarchés, dans 2 sociétés différentes. La grande distribution. Et maintenant, en fait, je suis dans le retail de détail, puisque j'essaye d'avoir une chaîne de boulangerie, un certain nombre de magasins qui sont ouverts, dans lesquels on fabrique des produits qui sont quand même très ressemblants et pratiquement identiques à ce que vous pouvez trouver en France en termes de qualité, de pain, de croissants et de gâteaux. Voilà. Alors, ça c'est pour me présenter. Merci beaucoup. Et pour ce qui est de la crise, là, il faut dire que nous, je vais vous expliquer comment on est rentré en fait dans la crise un petit peu, je dirais rapidement, parce que quand notre mois de mars était plutôt bien parti en termes de chiffre d'affaires, et puis tout d'un coup, à partir du 20 mars, il y a eu quand même un petit peu des baisses significatives. Dans un premier temps, il faut savoir que suite au confinement, il a été demandé à ce que les activités café soient plus très, très présentes. Donc nous, par sécurité, on a fermé notre activité café, on a conservé que notre activité de vente à emporter. Malgré tout, on a quand même 2 boulangeries que l'administration des quartiers ont fait fermer par sécurité. Bon, peut-être qu'on aurait pu lutter, aller au tribunal, j'en sais rien, mais enfin bon, pour le moment, elles étaient fermées. D'autre part, notre activité B2B a baissé aussi parce que nous, notre B2B, c'est livraison de café, etc. Donc forcément, à partir du moment où ils font fermer, on n'a plus de chiffre d'affaires. Donc, on s'était organisé pour gérer un peu l'activité à partir du 30 mars. On avait refait des plannings d'ouverture des magasins avec un nombre très restreint de personnes, avec un laboratoire qui fabriquait qu'un certain nombre de produits pour être plus efficace et donc avec moins de personnes, de façon à avoir des coûts de fabrication et des coûts de vente, de distribution réduits un petit peu au maximum. Ce qui n'a pas empêché que, hélas, comme le 1er avril, donc là, un petit peu tout s'est arrêté. Donc là, nos ventes sont arrivées à 10% de ce qu'elles étaient avant. Et donc, en mettant tout bout à bout, j'ai décidé que le mieux, c'était de rester fermé. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fermé le 1er avril. Voilà. Alors, mauvaise blague. C'était une mauvaise blague, malheureusement. Ouais, mauvaise blague, comme tu dis. Alors, aujourd'hui, si on regarde le côté, le futur, sortie de crise, nous, clairement, je dirais qu'on est prêt à redémarrer du jour à l'autre. De toute façon, la farine est là, il faut rallumer juste le four et puis on redémarre. On peut redémarrer en 3 jours, on peut se remettre en ordre de marche et relivrer les magasins, et les rouvrir, etc. La seule problématique, c'est que cette période a permis de réfléchir un peu à tout le business model, on va dire, et de regarder un petit peu plus en profondeur
ce qui est utile et pas utile, etc. Et donc, je pense que cette crise, qu'elle dit tout à l'heure, elle a créé des aspects positifs, c'est qu'elle va me permettre de regarder un petit peu et d'éliminer tous les coups qui ne servaient à rien. Comme ça, pour quand on va redémarrer avec des bases plus précises. Ce qui n'empêche que, donc moi j'ai fait des scénarios pour redémarrer avec pendant le premier mois, moins 50 de chiffres, puis après moins 30, moins 20. Bon, je pense qu'il nous faudra 6 mois pour revenir à un chiffre d'affaires normal. Donc on va être obligé de partir avec, c'est pareil, un niveau de frais au départ qui soit plus adapté à ce chiffre d'affaires qui va être plus petit. Okay, donc, bon, ça, c'est à voir. Après, donc, moi, ma problématique aujourd'hui, c'est un petit peu d'avoir un peu plus de précision sur ce que le gouvernement a mis en place comme mesure, quoi. Parce qu'il y a eu sans arrêt des textes du maire, de M. Poutine, qui annoncent des choses, etc., à droite et à gauche, mais il n'y a pas forcément de texte officiel qui confirme tout ça. Il n'y a que des idées. Alors, les idées qu'on a, nous, c'est de lire les choses telles que ça nous arrange. C'est peut-être pas forcément comme ça que tout le monde va les lire. Donc, il faudrait qu'on ait vraiment un éclaircissement aujourd'hui sur ce qui va se passer. Par exemple, ce que j'ai déjà dit, c'est que la décision, par exemple, que je crois que les petites et moyennes entreprises peuvent avoir après au niveau de la Sberbank pour financer les salaires pendant 3 mois. Il faut juste savoir que ça n'est possible que si le directeur général est russe, parce que s'il est étranger, ce n'est pas possible. Voyez-vous. Donc, vous voyez, c'est le genre de petits trucs qui vous éliminent tout de suite d'une petite opportunité que vous avez vue un instant. Vous dites, tiens, s'il pouvait me prêter de l'argent pour payer mes salaires, ça serait sympa pour mes salariés. Parce que je suis étranger, ils ne me prêtent pas. Donc là, c'est bien beaucoup moins sympa. Alors après, il y a toutes les mesures qui sont en cours pour tout ce qui est les locations. Moi, je loue mes locaux comme tout le monde. Donc moi, dès le 30 mars, j'avais commencé à négocier des remises sur les loyers en espérant rester ouvert avec moins de chiffres. Bon, là, aujourd'hui, on est fermé. Donc, j'ai essayé de négocier avec certains bailleurs des vacances de loyer, puis après des remises pour après. Mais pour le moment, je négocie tout seul. C'est vrai que notre ami Poutine a dit qu'il pouvait peut-être nous aider en demandant aux propriétaires d'être un peu plus souples sur l'application des conditions. Mais ce n'est pas encore reflété dans la loi, quoi. Okay, bon, donc ça, c'est bien. Moi, pour le personnel, ce n'est pas compliqué. Nous, il est en chômage, on va dire, technique. De toute façon, on n'a pas de rentrée d'argent, on ne peut pas le payer. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai proposé à tout le personnel qui souhaitait de revenir dès qu'on redémarre, de reprendre pour redémarrer, tout simplement. Mais en attendant, forcément, il y aura difficulté à payer des salaires sur la période. Certains vont bénéficier du chômage. Je crois qu'il y a du chômage qui va être payé sur la zone de Moscou. Moins dans les gens qui habitent dans les régions, c'est moins clair. Et puis moins pour les étrangers, évidemment, qui ne sont pas forcément concernés par les avantages que pourrait donner l'administration. Maintenant, après, comme je sais que vous attendez tous pouvoir remanger un excellent pain, okay. Donc là, je suis en train de regarder comment je peux redémarrer parce que j'ai eu des bruits ce matin sur les durées de confinement. Alors, comme d'habitude, c'est des bruits. Enfin c'est des bruits qui me semblent tout à fait plausibles, c'est-à-dire que de toute façon, ça redémarrera pas au 1er mai. A priori, ils sont en train d'annuler toutes les festivités. De toute façon, on ne pourra réunir personne. Ça, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, j'en sais rien. Et puis, donc, le confinement, ça pourrait durer jusqu'au 15 ou peut-être voire 30 mai, etc. Donc, je me dis que pour ne pas priver mes chers compatriotes de pain, il faudrait que j'essaye de redémarrer avec un service de livraison en attendant cette fin du confinement. Donc, je suis en train de réfléchir à relancer en fait une production dans mon laboratoire qui pourrait en fait nous permettre de livrer à partir du laboratoire, livrer quelques commandes. Donc, pour vous, l'espoir est là de voir revenir quelques croissants, mais ce n'est pas encore demain matin. Mais j'espère d'ici peut-être une semaine ou 15 jours essayer de remettre en place un système qui permettrait au moins de livrer. Sans augmenter mes coûts, il suffirait juste que j'ai un boulanger qui vienne travailler 2 heures par jour pour cuire et si on a besoin, et puis mettre ça dans des paquets et puis donner ça au coursier. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire. Patrick, moi, aujourd'hui, ma plus grosse préoccupation, ouais. Vas-y. Moi, ma préoccupation principale, c'est quand même d'avoir des informations assez précises sur ce qui va, les mesures d'accompagnement qui vont accompagner les petites entreprises, quoi. Je reçois comme vous tous sûrement les consultations de tel ou tel cabinet comptable, etc. Mais bon, on ne peut pas dire que ça soit forcément toujours concordant, toujours pareil, toujours identique. Même la définition de ce que c'est qu'une petite entreprise, déjà, il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc, hein, bon, alors voilà, donc ça, j'aimerais avoir un peu des informations plus précises. Moi, j'ai un juriste aujourd'hui qui travaille pour effectivement écrire à mes bailleurs que j'aurais faire appliquer un peu ce qu'a dit Poutine, mais bon, je ne suis pas sûr qu'ils vont être d'accord, mes bailleurs, quoi. Voilà. Bon, le message est passé, à mon avis, pour la Chambre de commerce. De toute façon, on verra un petit peu tout ça. Vous m'entendez là? J'ai l'impression que… Ouais. Ouais. Et écoute, s'il faut vraiment faire une pétition pour que ton boulanger puisse arriver jusqu'au four, je crois que tout le monde est là pour signer. En tout cas, écoute, on te souhaite plein de bonnes choses et on espère pouvoir manger ton pain et tes croissants à nouveau. Et Dernière chose, chocolat avec les deux. J'ai proposé évidemment le travail à la maison, hein, avec l'ordinateur. Mais bon, je voulais faire un tutoriel chaque jour pour un jour le croissant, un jour le pain au chocolat, mais ça n'emballe pas les foules, quoi. Ils ne sont pas prêts tous à fabriquer leur croissant. Donc. Ok, c'est noté, on le garde en tête et puis on croise les doigts pour toi. J'aimerais passer la parole à Anastasia Semetchenko. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites et puis nous parler par la suite Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, moi, je suis la cofondatrice du bureau d'études MK3 et entre autres directrice commerciale. Et je suis la coprésidente de notre comité construction et immobilier, ensemble avec notre cher Arnaud Benoît. Qui sera dernier à parler, juste après vous d'ailleurs. Très bien. On a gardé le meilleur pour la fin. Donc, notre secteur, il est assez actif, étonnamment. C'est le secteur de construction, parce que les bureaux d'études d'architecture et d'ingénierie, ils desservent le secteur de construction. Au début, on était très, très inquiets et on a tout de suite pris les mesures nécessaires pour réduire nos dépenses. Et disons, pour nous, c'était assez facile. Pourquoi? Parce que notre business, il est fait de façon qu'on a l'habitude de travailler à la distance. Comme on fait les projets dans toute la Russie et à l'international, on a souvent les visioconférences, les réunions qui se passent à la distance. Et en plus, les projets, on les fait en 3D dans un cloud, donc dans un nuage. Et la plupart de nos gens, de nos architectes et ingénieurs, ils savent déjà travailler dans le nuage. Donc, c'était par contre un peu difficile d'assurer cette continuité quand ils sont chez eux. Quand ils sont au bureau, c'est contrôlable. Quand ils sont chez eux, moins contrôlable, évidemment. Donc, ça nous a amené à faire un système de télécontrôle. Et la plupart de notre temps, maintenant, on passe à visioconférence, à téléconférence avec les groupes, les chefs de groupe, les chefs de projet, les architectes en chef, les ingénieurs en chef qui, à leur tour, sont en liaison avec leur groupe. On n'a pas réussi pour le moment, on y cherche comment le faire, mais on n'a pas réussi à automatiser ce travail, on n'a pas de méthode. Disons, on le voit dans le nuage, mais c'est quand même
un peu difficile au niveau de contrôle. En plus, évidemment, nos gens, ils sont un peu artistes, donc ça aussi implique les choses. Comme tout le monde, ils ont leurs enfants à la maison, donc ça aussi complique un peu les choses. Mais grosso modo, on s'en sort pour le moment. Une chose qu'on a fait tout de suite, à partir du 15 mars, on a commencé à discuter le loyer. Donc aujourd'hui, qu'on n'a pas de force majeure, disons officielle, on a une situation difficile, mais quand même, on est obligé de payer la location. On est obligé de payer, mais on a réussi de décaler 50% des loyers mensuels. Donc, les 3 mois, on paye que 50%, mais jusqu'à la fin de l'année, nous serons obligés de payer la totalité. Franchement, je ne sais pas comment on va s'en sortir parce que les paiements sont ralentis. Il y a des clients, surtout les clients étrangers, qui continuent de payer régulièrement. Les clients russes, comment dirais-je, ils ont, comme ils nous disent, des difficultés organisationnelles et ça freine. Et nous, comme tout le monde, entre nous, entre vous, on doit payer les salaires. On n'a pas réduit nos effectifs parce que les projets continuent, on a nos obligations contractuelles, donc on doit continuer. Et ça devient un peu difficile parce qu'on ne paye pas, si on ne paye pas les gens, je sais pas, au mois de mai, par exemple, si on n'arrive pas à retrouver l'argent pour payer les salaires, donc c'est leur conscience, je ne sais pas comment faire pour qu'ils continuent de travailler. J'espère, on a quand même, ça fait 25 ans que MK3 existe, on a survécu plusieurs crises déjà, je pense qu'on arrivera et on a beaucoup de personnes qui travaillent chez nous pendant des années. C'est une vraie équipe, mais quand même, avec les familles, avec les crédits, c'est difficile. C'est évidemment difficile. Il y a encore une chose qui est, je crois, importante, c'est que nos projets, c'est vraiment très long. Les projets qui durent, bon, parfois ça dure 3-4 mois, mais c'est rare. Plus souvent, avec toutes les approbations, avec le chantier, avec le contrôle d'auteur et contrôle technique des chantiers, c'est plutôt 12-18 mois. Aujourd'hui, les banques, je crois que personne n'a parlé de ça, ils ne donnent pas les acomptes. Plusieurs banques donnent plus les garanties bancaires pour les acomptes à la commande. Donc, même si on a un contrat aujourd'hui, si on signe un nouveau contrat aujourd'hui, par exemple, on est allé voir notre banque, il nous a dit qu'ils ont arrêté de donner les garanties bancaires parce que les garanties bancaires, ces produits, ils considèrent comme des crédits. Donc, ils ne donnent plus de crédit. Et 2 banques, c'est VTB et Sberbank, ils le font. Alpha Bank, je crois qu'il le fait. Mon collègue dans notre bureau d'études, la semaine dernière, il est allé voir Alpha Bank. Ils ont demandé 10%. La banque a demandé 10%. Donc, même si vous avez de quoi faire, je veux dire, même si vous avez, pardon, quelqu'un qui arrive et mon chien. Je veux prendre la parole peut-être.
Je repensais, Lydia, enfin, juste un petit analyse par rapport aux banques. Effectivement, il pourrait être intéressant d'en interroger quelques-unes pour voir ce qu'ils peuvent proposer. Enfin, on verra peut-être que par la suite, je sais qu'il y a des gens qui sont dans le milieu de la banque parmi nos auditeurs. Quelqu'un qui pourra peut-être prendre la parole une prochaine fois. Comment ils voient la perspective. Parce que ce qui m'a surpris, c'est l'annulation de ce produit, en fait. Je comprends quand il monte le pourcentage. Donc, d'accord, une banque, elle dit 10%. C'est cher, mais au moins, ça existe. Après, vous vous débrouillez. Vous le prenez ou pas. Mais quand il refuse carrément de donner les garanties bancaires, pour moi, c'est un très mauvais signe. Ce que l'économie, finalement, elle est stoppée. Parce que quand même, le service banquier, a priori, ils doivent prendre le risque. Ce sera sûrement l'objet, justement, peut-être d'un autre comité. Je suis d'accord. Merci en tout cas pour votre témoignage. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Comment je vois la sortie des crises. Oui. Je pense que plusieurs chantiers, quand même, nonobstant le souhait de notre chère mère, ce Bénin, de garder les chantiers en fonction, je pense que plusieurs chantiers seront arrêtés. C'est ce qui se passe déjà. Et ça, c'est un peu gênant pour plusieurs parce que le business de construction, il nourrit plusieurs autres industries. C'est les fournitures, production des matériaux et équipements, etc., etc. Donc ça, c'est inquiétant. Donc, en fait, je pense que c'est tout. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a d'autres intervenants qui ont sûrement des choses à partager. Il nous reste encore Arnaud Benoît et Alexandre Stefanescu. Arnaud, je propose que tu prennes la suite. Alors, je propose que tu m'entends? On t'entend très bien. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Benoît. Je suis en Russie depuis 1993. Je suis entrepreneur. J'ai commencé par créer une société qui s'appelle Colliers, qui est une entreprise de consultants en immobilier d'entreprise. J'ai travaillé dans cette compagnie jusqu'en 2003, en ayant plusieurs postes, aussi bien à Moscou qu'à Kiev, à Almaty ou Saint-Pétersbourg. Depuis 2003, j'ai créé une autre société qui s'appelle InnovOffice et qui est spécialisée dans la défense des locataires. On travaille dans deux secteurs, le street retail, donc ce qui intéresse notre ami Patrick par exemple, et les bureaux. La société, bien sûr, a changé radicalement de profil depuis 2 mois avec tout ce qui se passe sur le marché, tous les loyers qui coûtent affreusement cher à nous tous. Donc, nous sommes partis maintenant dans des types de missions totalement différents de ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire de nouveaux bureaux, des expansions, du beau travail à réaliser. Maintenant, ce ne sont que des renégociations avec des propriétaires qui n'entendent pas lâcher le magot comme ça. Donc, il faut faire vraiment usage de beaucoup de persuasion, d'explication, pour les convaincre que c'est dur pour tout le monde, surtout pour certains secteurs. Patrick a parlé de son cas, mais on peut imaginer d'autres clients qu'on a, par exemple, dans le cognac. Dans le cognac, s'il n'y a plus de bar, ça ne marche plus. Si on ne peut plus se réunir, on ne boit plus de cognac non plus. On a également des clients qui sont des agences de voyage, mais au niveau international. Donc là, je ne parle pas de Tsar, là, c'est vraiment au niveau international, où leur business, c'est simplement zéro, comme Gilou l'a dit tout à l'heure.
Donc, le modèle qu'on avait déjà depuis quelques années d'expansion pour nos clients ou de réorganisation, là, c'est uniquement renégociation, renégociation, renégociation. On a perdu tous nos clients pour les expansions. Le fait de défendre uniquement les locataires et non pas les propriétaires nous place plutôt dans une position adéquate face à un propriétaire, puisqu'on n'a pas de liens commerciaux avec eux, on ne market pas leur propriété, donc on peut leur en demander plus, on n'est pas lié à eux. Donc c'est ce qui fait notre force à l'heure actuelle pour les convaincre, en ayant de bonnes statistiques à leur présenter, en ayant des scénarios à leur présenter pour nos clients. Ça demande du travail, c'est pas toujours très drôle, et c'est parfois même assez violent, non pas dans le sens de violence physique, c'est pas ça, mais dans les termes qu'on emploie pour tenter de les convaincre. Donc un job qui n'est pas très réjouissant comme ce qu'on avait auparavant, mais qui n'est pas nouveau, parce que ce qu'il faut voir dans la Russie de nos jours, on va dire plutôt post-soviétique, c'est que les crises, il y en a eu plein. Moi qui suis arrivé en 93, j'ai connu l'hyperinflation, j'ai connu des boutiques fermées uniquement parce qu'ils ne savaient pas à quel prix ils pouvaient vendre des articles. Ça a doublé en une journée, donc ça c'est la première, qui a duré quelques années dans les années 93-94. Après, la première vraie crise qu'on a eue, c'était 1998. Ça, la loterie des Gekeo qui s'est arrêtée du jour au lendemain, les bons du Trésor, a fait que tout s'est écroulé en un jour. Plus de personnes dans les cinémas, plus de personnes dans les restaurants. C'était vraiment assez étrange, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, sauf que les gens se promenaient quand même dans la rue. Et en 98, la première vraie crise nous a montré qu'il y a une sorte de résilience dans ce pays qui fait que, pour reprendre les dates, c'était août 98 quand tout s'est effondré. Et déjà en novembre, ça reprenait. On s'en est pas rendu compte tout de suite, mais et puis au mois de février, la crise, elle était derrière nous, on n'en parlait plus. C'était la première qui nous a vraiment sonné, mais c'était pas la seule, parce qu'après on a eu 2008, qui a été aussi une crise assez fracassante, qui a duré plus longtemps, mais on en est ressorti quand même. Après, il y a eu la Crimée en 2014, qui là, elle aussi, était pas simple, mais le pays est reparti. Et là, on se reprend encore 2020. J'ai regardé ce matin le cours du rouble. Bon, il n'est pas bon par rapport à ce qu'il était il y a 6 mois, mais néanmoins, ce n'est pas la cata, comme on a déjà vu, où il perd simplement 50% de sa valeur. Là, on n'en est pas encore là. Donc, toute la journée, on entend des choses vraiment très pessimistes sur ce qui va se passer, sur le nombre de morts, sur tout ça. Mais je suis peut-être, je ne sais pas, un optimiste ou aveugle, je ne sais pas, mais je pense qu'encore une fois, la Russie, qui a déjà vécu toutes ces crises récentes, va pouvoir encore se relancer. Dans combien de temps? Je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais que tous les gens qui sont impliqués, les entrepreneurs, les entreprises, doivent y croire parce que y a une volonté de s'en sortir de toute façon. Il n'y a pas de matelas pour amortir les chocs, donc c'est pas difficile. Il faut trouver une solution, faut redémarrer. À mon avis, c'est pas simplement un souhait que j'ai, c'est de voir ce qui s'est passé dans les années précédentes. Je crois savoir, Arnaud, qu'avec Anastasia, vous avez un comité justement sur ça la semaine prochaine, je crois, qui sera le 21 exactement. Ouais, le 21. Vous nous parlerez justement peut-être. Je vois Lydia aussi. Je vais donner le titre. Je vais donner le titre. J'ai donné le titre, c'est l'état des lieux sur l'immobilier à Moscou en avril 2020, en prenant tous les types de secteurs. Il y aura à la fois le résidentiel, le street retail, les boutiques, le bureau et les entrepôts. Et on ajoute à ça, avec la collaboration d'Anastasia qui m'a précédé, la construction, pour faire un point de tout ça
très précis dans tous les domaines de l'immobilier. D'accord. On espère peut-être. Vous recevrez tous une... Oui. Donc, si je reviens à la façon dont ça se passe, je crois que là, pour les entrepreneurs, à mon avis, cette crise va avoir aussi des bienfaits dans le sens où notre manière de travailler va être différente. Lorsqu'on voit toutes les entreprises maintenant travailler à 99% en télétravail, on s'aperçoit que ça marche. Et je pense que si on prend le souhait des salariés, des collaborateurs qui ne veulent pas forcément venir tous les jours au bureau pour se taper 2 heures de métro ou des embouteillages ou des choses comme ça, si on leur propose, lorsqu'on tient compte du bien-être des collègues, des employés, c'est de leur dire, bon, tu peux maintenant, puisqu'on a vu tes performances pendant cette crise, tu prends 1 jour ou 2 jours même sans passer par le bureau, on n'a pas besoin de toi. Ça peut être valable pour certaines femmes aussi qui ont de jeunes enfants. Ça peut être pour les sales qui n'ont pas besoin de repasser au bureau. Ils travaillent de chez eux ou d'un petit bureau à l'extérieur, en coworking. Je crois que ça va changer la manière de voir ses employés tous les jours, ses collaborateurs, et de leur laisser un peu de champ libre pour qu'ils fassent le même travail, mais tout simplement de chez eux, pour leur bien-être, pour le bien-être de leur famille, pour la productivité aussi, parce que si on compte les 2 heures de métro par jour, s'il fait même une seule heure de plus chez lui à travailler, ça peut être très productif, puisqu'on a tout de suite la preuve de leur performance. Donc je crois que c'est vers ça qu'on va se tourner. Tout en gardant l'accent sur le travail collaboratif, en montant des groupes, en montant, comme on le fait actuellement, des groupes de travail par vidéo, par visioconférence. Je pense que c'est ça qui va dominer maintenant dans les préoccupations d'un nouveau bureau, en s'appuyant sur ce qu'on appelle la workplace strategy, c'est-à-dire faire que les gens travaillent ensemble sur différentes places dans la journée, mais pour mieux travailler en collaboration, un travail collaboratif, comme on dit maintenant, pour plus de performance. Je pense que c'est ça qui va se décider. Merci Arnaud, en tout cas, de ton témoignage. On tâchera de vous suivre sur votre comité immobilier. Si je peux juste terminer sur une constatation aussi, c'est pour les renégociations. Je vous invite à voir que pour renégocier face à un propriétaire, il faut vraiment arriver avec des munitions, parce que leur stratégie à eux, c'est de ne pas lâcher un pouce, ou alors au bout de 3 semaines de négociation, de dire ok, je te donne 15% de remise pendant 3 mois. Ça, c'est leur grand truc. Il faut y aller avec des munitions. Que ce soit moi, pour ma paroisse, ou pour les autres. Je vous ai cité toutes les crises qu'il y a eu depuis 1998. Des renégociations, on en a fait quand même quelques-unes. Parfois, c'est peut-être utile d'avoir un professionnel dans ce métier, parce que le propriétaire aura toujours les bonnes réponses à vous soumettre, mais pas celles que vous attendez. C'est très important, parce que c'est très dur, une renégociation. Ils s'accrochent vraiment au steak, ils ne veulent pas le lâcher. Merci Arnaud. Je passe la parole à Alexandre Stefanesco de la société Adsal, qui nous fait tous les jours un petit bulletin très très intéressant, en tout cas, un petit condensé. Alexandre, à toi la parole. Est-ce que le son marche tout d'abord? Très bien, on t'entend très bien. Super, merci. Merci Yann, merci, bonjour à tous. Peut-être rapidement pour me présenter mon entreprise. Donc effectivement, moi ça fait maintenant 12 hivers que je suis en Russie. On compte en hiver dans ce beau pays. Depuis 8 ans, donc effectivement, je me suis lancé à mon compte via Adsal, qui est une entreprise de recrutement. Donc, l'activité principale d'Adsal, c'est de fournir en fait des prestations de recrutement aux entreprises. Donc, on recrute principalement des candidats russes pour des entreprises basées principalement en Russie, qui sont soit des entreprises créées par des Français ou des étrangers résidant en Russie, soit des filiales de groupes étrangers, donc les filiales russes. On recrute donc principalement sur la Russie. On commence à travailler un peu plus à l'international. On avait bien commencé cette année sur des projets internationaux, notamment Pologne, Roumanie et Chypre.
Donc, ça, c'était les bonnes nouvelles. Et puis, voilà, donc ça, c'est l'activité de recrutement. On a lancé en décembre dernier une activité parallèle qui s'appelle Recrutor, qui est donc une formation au recrutement, c'est-à-dire qu'on forme les équipes RH des entreprises, on insuffle dans les équipes RH une culture du recrutement, puisqu'elle est extrêmement faible en Russie. Il y a une dimension RH, mais pas de recrutement. Donc, on a lancé à la fin de l'année dernière cette formation qui vise à créer une culture de recrutement et donner des best practices étrangères et européennes principalement, nord-américaines aussi, dans le recrutement aux entreprises russes. Voilà, donc c'était une formation présentielle en bureau. On a commencé un petit peu à le faire et puis la crise est arrivée. Donc le recrutement, c'est évidemment lié à la croissance. Quand une entreprise ne se situe pas dans un environnement de croissance économique, elle ne recrute pas, au contraire, elle licencie. Donc aujourd'hui, face à la situation, ce qu'on constate, c'est que le recrutement s'est arrêté, nos projets de recrutement se sont arrêtés d'un coup, courant mars. Fin mars, donner une échelle, on avait 20 projets, 20 missions ouvertes, on en a 18 qui sont gelées, on en continue 2, mais elles sont étalées donc, parce qu'évidemment, il n'y a pas de visibilité. Donc, les projets de recrutement de ces personnes ne sont pas complètement annulés, mais ils sont gelés. Les informations qu'on a de nos clients, c'est que tout est gelé pour 3 voire 6 mois. Donc, ça, c'est la projection que nous, on a, la vision qu'on a. Voilà, je pense que ça peut repartir très vite, puisqu'il suffit que la confiance revienne et que la situation se restabilise ou que la croissance revienne et le besoin en capital humain réapparaît aussi vite qu'il s'est arrêté. Ce que je pense à titre personnel, néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, la dimension sanitaire va poser peut-être des nouveaux problèmes sur le recrutement. Je pense que l'industrie du recrutement va accélérer sa mutation qui avait commencé. On avait beaucoup parlé de digitalisation, de recrutement à distance, etc. Bon, ça va s'accélérer. Mais surtout, je pense que va rentrer peut-être dans le recrutement et dans les ressources humaines en général d'autres concepts. La notion sanitaire va sûrement intervenir. Antoine mentionnait avec beaucoup de justesse et d'intelligence le Chief COVID Officer. Mais on peut très bien imaginer effectivement qu'il y ait des Chief Sanitary Officers qui soient dans les entreprises, même de plus petite taille, ou que les RH ou les recruteurs se dirigent vers des formations périmédicales pour préparer les situations complexes. On peut imaginer que, et ça on le sait puisqu'on discute beaucoup avec nos clients, il y a des entreprises qui préparent la réorganisation des espaces de travail avec des distances, avec des processus sanitaires pour les employés qui vont venir travailler au bureau. Donc, il y a une grande dimension peut-être santé qui va se greffer sans doute sur le pôle RH et ça va considérablement modifier la donne. On imagine quand même très mal chez Adsal des recrutements physiques comme on fait aujourd'hui, c'est qu'on voit au maximum les candidats, on les touche presque. Ils viennent dans les bureaux, on parle avec eux. On imagine mal procéder à ces recrutements physiques à l'avenir avec un masque. Et vous avez tous vu les vidéos de déconfinement en Chine où tout le monde garde le masque maintenant, après le déconfinement. On imagine mal comment ça se passerait. Donc là, une inconnue. On lit énormément, on se renseigne énormément sur ce qui est en train de se passer partout dans le monde pour comprendre déjà ce qui va se passer ici peut-être et surtout en informer nos clients. Donc, sur le marché local, le marché des agences de recrutement, on va dire, et du recrutement, à partir de 2008, le nombre d'agences a commencé à diminuer. Chaque crise tue un peu plus d'agences de recrutement. Donc, peut-être une bonne nouvelle, c'est que j'imagine qu'à la fin de cette crise, il y aura encore moins d'agences de recrutement présentes sur le marché russe et sur Moscou. Donc, il y aura moins d'acteurs pour se partager le magot. Et peut-être ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'effectivement, il y a dans la réorganisation à venir, en plus du volet sanitaire, j'imagine qu'il va y avoir un volet sécurité, c'est-à-dire que la sécurité informatique, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, on a des entreprises qui nous posent des questions sur la réorganisation à distance, la sécurité à distance, l'organisation d'un réseau informatique avec des gens qui utilisent leurs ordinateurs personnels chez eux. Donc, les RH vont devoir aussi travailler sur ça, sur la gestion et la création de réseaux informatiques et leur sécurité.
les données, etc., puisque c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ne sont pas du tout, n'ont pas du tout l'habitude de faire. Et donc, moi, je pense que la dématérialisation qui va peut-être se généraliser, elle va avoir arrivé ces problèmes-là. Et une dernière chose, peut-être, on a fait le test là sur le dernier projet de recrutement qu'on avait ouvert. On a une entreprise qui a fait un recrutement à distance alors qu'elle voulait voir la personne. Et effectivement, ils ont quand même embauché la personne. Après, ils l'ont onboardée alors qu'elle était chez elle. Donc, on a fait le suivi, on a accompagné. Et on a vu qu'en fait, ça marche. C'est que même si ça paraît, on veut se voir, on pense qu'il faut qu'on se voit pour être sûr. En fait, non, le recrutement s'est fait. La personne a été onboardée à distance chez elle entre la France et la Russie. Donc, ça semble marcher. Ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup d'entreprises, c'est une agilité qu'elles ne s'imaginaient pas pouvoir avoir. Mais en fait, c'est possible. Mais tout ça nécessite un peu d'accompagnement, de réorganisation, peut-être de nouveaux modes opératoires. Voilà, donc je pense qu'on va vers une hyper transformation du monde RH. Je pense que cette crise va peut-être remettre les RH plus au centre stratégique de l'entreprise. Et je pense que de nouveaux modes opératoires de recrutement vont apparaître. J'imagine qu'il y a beaucoup d'agences qui vont disparaître. Et c'est les plus agiles et sans doute les plus tech et les plus souples qui vont survivre. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire. Intéressant, très intéressant. Et une dernière chose, effectivement, voilà, tu l'as mentionné, j'ai une chaîne YouTube que je continue à alimenter pour informer un petit peu sur la situation du marché de travail, la démographie, pour informer nos clients. Et on a, durant cette crise, décidé d'ouvrir un petit bulletin, un journal de bord d'un entrepreneur français en Russie dans le recrutement pendant la crise, où on fait des points réguliers sur la situation, les chiffres, les données, et puis on essaie j'essaie d'écrire des articles aussi où je donne peut-être des idées de ce que je vois qui est en train d'émerger un peu partout concernant les RH. Donc, j'espère que il est sur mon blog, sur la page de blog de mon site Adsal. J'essaie de mettre un maximum d'informations. N'hésitez pas à piocher dedans, peut-être que ce sera utile pour les uns et les autres. Un petit condensé très, très sympathique. Merci encore, Alexandre. Merci à tous nos intervenants. J'espère que ça vous a apporté bon nombre d'informations. J'espère aussi que ça pourra être sur un YouTube pour que ça puisse servir à toutes les personnes qui n'ont pas pu nous suivre en direct. En tout cas, pour toute autre personne, tout autre témoignage, vous êtes vraiment les bienvenus. Nous verrons avec Lydia par la suite si ce petit Zoom meeting se passe une fois par semaine, 2 fois par semaine, je ne sais pas. Voyons voir l'intérêt que ça pourra avoir. En tout cas, merci à tous et puis bon courage pour la suite en tout cas. À tous. Merci beaucoup Yann et je voulais remercier aussi les intervenants. Votre expertise, votre expérience sont précieuses pour la Chambre de commerce. Juste avant ce webinaire, on en a organisé un autre, juridique en russe, sur le Covid-19 comme cas de force majeure. On a expliqué point par point les difficultés juridiques et aussi comment aborder de manière délicate le droit de travail, les cas de faillite et les autres. Donc, si vous êtes intéressé, on vous enverra les présentations de nos experts juridiques. En ce qui concerne ce groupe, comme discuté avec Yann, on va le rendre régulier. On attend aussi vos commentaires sur la récurrence qui serait confortable merci Alexandre, merci Françoise, qui serait confortable pour tout le monde. Je suis bien consciente du fait que vous êtes très occupés, que vous faites partie des autres réseaux. Comme mentionné par Yann aussi au début de la réunion, on a volontairement décidé d'ouvrir ce groupe de discussion aux non-membres de la Chambre, aux dirigeants des autres entreprises, petites et moyennes entreprises, pour pouvoir, encore une fois, discuter avec vous, comprendre vos problèmes. Vous recevez nos messages de la Chambre de commerce qui sont très nombreux, mais qui sont, je l'espère, aussi utiles pour vous. Nous avons lancé une ligne directe, une hotline,
C'est hotline@scfr.ru. Si vous avez une question en français, en russe, question juridique, question de management, n'hésitez pas à nous écrire. On répondra dans les 24 heures à l'aide de nos experts, encore une fois membres de la Chambre de commerce. Donc, il s'agit des réponses très détaillées, une page, 2 pages. Ce n'est pas une simple ligne. Allez regarder sur le site de la mairie de Moscou. C'est vraiment une réponse à vos besoins, à vos priorités. Et peut-être une proposition à tout le monde. Je vais faire une capture d'écran. Donc, j'inviterai tous les témoins. Je vois que Gilles, il a coupé sa vidéo. Tous les témoins, voilà. Gilles, on t'entend. Comme ça, je prendrai une belle capture d'écran avec tout le monde en train de... Parce que quoi qu'il en soit, est-ce qu'on attend Gilles? Quoi qu'il en soit, on va s'en sortir de cette crise. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière, malheureusement. Mais donc voilà, merci à tous pour le partage. Bon, j'attends pas Gilles. Gilles ne sera pas là, il a dû partir. Ah voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Merci bien en tout cas à tous. Merci à tous et j'espère qu'on va partager cette vidéo sur YouTube. Très bien. À bientôt. Au revoir tous. Au revoir. Merci Yann. Merci tous les experts d'aujourd'hui. Merci Yann. Merci, au revoir. Bon, si vous voulez rester, on peut encore rester quelques minutes pour discuter. Non, il y a plein de clients qui attendent. Je vous laisse. À bientôt. Bon après-midi. Bon après-midi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.